Il a disparu après son humiliation publique. Des années plus tard, elle l'a retrouvé. J'ai entendu dire que la stagiaire est enceinte. Je me demande qui est l'heureux élu. Des rires. Des rires nasillards et aigus, imprégnés de vin. Quelqu'un a frappé la table assez fort pour que son verre de merlot se renverse et s'épanche comme du sang sur la nappe blanche. J'étais encore figé sur ma chaise, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. La brochette de crevettes me fixait, pitoyablement inconsciente quelle serait la seule chose ce soir-là à ne pas être touchée par le venin. Le diaporama défilait toujours sur le mur derrière moi. De fausses captures d'écran. Des bulles de texte avec mon nom disant des choses que je n'avais jamais écrites. Tu étais superbe dans cette jupe crayon aujourd'hui. Retrouvons-nous dans la salle des photocopies après le déjeuner. Clin d'œil. Un selfie que je n'avais jamais pris. Retouché avec la silhouette d'une femme se tenant trop près. Son badge d'identification était flou, mais juste assez pour laisser libre cours à l'imagination. L'arrière-plan était clairement mon bureau. J'avais vu cette plante verte dans le coin chaque matin pendant 11 ans. Le clou du spectacle, une vidéo deepfake montée avec des pistes de rire et des superpositions d'émojis. Mon visage greffé sur une scène de sexe d'un film de série B, s'agitant maladroitement pendant qu'une voix gémissante criait « La commission d'urbanisme peut attendre ». Ils ont rugi de rire, pliés en deux, la salive coulant au coin des lèvres. Même le trésorier de la ville essuyait des larmes de ses yeux. Sa femme lui a donné un coup de coude en gloussant « Je t'avais bien dit que Paul avait un côté sauvage ». Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté assis là, clignant des yeux à travers la lumière du projecteur, la gorge sèche, essayant de décider sur quel sentiment me concentrer. La nausée, la rage, la confusion ou la honte. Finalement, aucun n'a gagné. C'est l'engourdissement qui l'a emporté. Rachel était assise à côté de moi, les joues rougies par le vin et la tension. Elle a levé son verre et a fait un clin d'œil à la foule. Allez, il n'est pas fâché. C'est son anniversaire. Détends-toi, Paul. Elle s'est penchée vers moi, l'odeur de cabernet et d'autosatisfaction suintant de ses pores. C'est juste une blague, chérie. Tout le monde sait que tu ne coucherais jamais vraiment avec la stagiaire. Puis, à voix basse, juste pour moi, bien que tu la regardes comme si tu en avais très envie. Je me suis tourné lentement vers elle. Son sourire a vacillé. Qu'est-ce que tu as fait, ai-je demandé assez bas pour qu'elle seule puisse entendre. Oh, détends-toi, dit-elle en passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Tu es trop sensible. Il fallait bien que je pimente un peu les choses. Tu es si ennuyeux ces derniers temps. Ce mot, ennuyeux. Il m'a frappé plus durement que n'importe quel mensonge à l'écran. Je me suis levé. Quelqu'un a sifflé. Oh, l'homme de la soirée est en colère. Non, non, dit rapidement Rachel en agitant les mains. Il a juste besoin de prendre l'air. Il va revenir. Paul, assieds-toi. Le gâteau arrive. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je suis passé devant les rangées de faux amis et de parasites civiques qui avaient joyeusement ri de mon lynchage public. J'ai dépassé le conseiller hardi, qui a marmonné quelque chose comme « Voilà ce qui arrive quand on épouse quelqu'un de plus séduisant que soi ». J'ai dépassé le maire, dont le visage était déjà maussade, les yeux rivés sur son téléphone, probablement en train de rédiger une déclaration sur le contenu inapproprié et le respect dans la fonction publique. Il est parti avant le dessert. Les autres sont restés, feignant de ne pas remarquer la chaise vide. La stagiaire a démissionné le lendemain matin. Pas de lettre, pas de mail, elle a simplement disparu. J'ai appris plus tard par une secrétaire qu'elle était retournée vivre chez ses parents dans le nord de l'État, pleurant que sa carrière était ruinée. Le département des ressources humaines a publié une note sur le contenu sensible et l'intégrité au travail, ce qui était une façon polie de dire « Nous couvrons nos arrières parce que quelqu'un a transformé un urbaniste en la risée de tous ». À midi, ma boîte de réception était gelée. Quelqu'un au TI a dit que j'avais été signalé pour examen. Ma carte d'accès a cessé de fonctionner à 15 heures. Je n'ai pas discuté, pas supplié, je n'ai même pas vidé mon bureau. J'ai laissé ma tasse, l'urbaniste le plus correct du monde, à côté du classeur et je suis sorti avec rien d'autre que les vêtements que je portais et un exemplaire usé du « Printemps silencieux » glissé dans la poche de mon manteau. À la maison, Rachel planifiait déjà une fête de suivi, une soirée qu'elle appelait « La rédemption de Paul par le grill ». J'avais trouvé le flyer dans la poubelle la veille. Nouvelle blague, véritable conclusion, bière et gâteau à la crème glacée.
La liste des invités s'allongeait. Elle ne m'a même pas demandé pourquoi j'étais rentré tôt. Elle a juste crié de la cuisine, n'oublie pas que la femme de ménage vient demain. Essaie de ne pas laisser tes papiers ennuyeux traîner partout sur la table encore une fois. Cette nuit-là, pendant qu'elle ronflait, j'ai sorti ma vieille mallette du placard, j'en ai retiré la doublure et j'ai ouvert le petit double fond que j'avais autrefois construit par paranoïa. À l'intérieur, un disque dur, un téléphone prépayé, de l'argent liquide, des enveloppes scellées et un post-it plié avec un nom et une adresse auxquels je n'avais pas pensé depuis des années. Je suis resté debout au-dessus du lit un long moment. Elle a grogné dans son sommeil, s'est retournée et a marmonné, « Tu devrais sourire davantage, Paul. » Ce n'est qu'une blague. Je suis parti avant le lever du soleil, sans dire au revoir, sans laisser de mots. Le lendemain matin, quand Rachel est descendue et a vu la porte d'entrée entr'ouverte et la cafetière froide, elle a probablement pensé que j'étais parti faire une promenade. Elle ne réaliserait que je ne reviendrai pas avant que ses amis ne commencent à envoyer des textos. Est-ce que Paul va bien? Il avait l'air bizarre hier soir. Est-ce que tout ça était vrai? À la fin de la semaine, elle répondrait aux questions des journalistes. Les services juridiques des RH, l'assistant du maire, tous voulant savoir ce qui s'était passé, bon sang. Mais à ce moment-là, j'avais déjà effacé Paul Hall de la surface de la Terre. Le gâteau est resté dans le réfrigérateur de la salle de pause pendant 3 jours avant que quelqu'un ne le jette. Vanille, glaçage blanc, glaçage bleu qui disait « Joyeux 62e anniversaire, Paul », avec un petit presse-papier en fondant à côté. Personne n'y a touché. Non par respect, Paul n'était plus le genre d'homme que les gens respectaient, mais parce que personne ne voulait être surpris en train de manger une part du scandale. Le lundi après le « roast », le bureau de Paul était scellé. Littéralement, la porte en verre du service d'urbanisme et d'infrastructure portait un post-it indiquant « temporairement fermé pour audit », mais tout le monde savait ce que cela signifiait. Sa plaque nominative avait disparu. Sa boîte de réception renvoyait chaque message avec un laconique « échec de la livraison ». Utilisateur inconnu. Sa chaise avait également disparu, remplacée par un tabouret pliant. Comme si même le mobilier était puni. Rachel s'est réveillée ce matin-là, seule. Pas seule comme quand il se levait tôt pour éviter les embouteillages, mais seule comme quand son côté du placard était vide. Pas de chaussures de ville, pas de cravate. La montre qu'il portait chaque jour depuis 20 ans, un fossile d'argent terne avec le cadran rayé près du 11, avait disparu du plateau près de l'évier. Il avait pris exactement 3 choses, la montre, la mallette en cuir marron à la poignée craquelée, et un petit parapluie noir qui avait appartenu à son père. Il avait laissé derrière lui 2 albums de mariage, un flacon de médicaments pour le cœur et un dossier manie intitulé « Acte de propriété ». Rachel l'a trouvé sur la table de la cuisine. Il était signé, notarié, classé. Propriété transférée. Hypothèque payée. Dette nulle. La maison était à elle. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste restée là, en débardeur et pantalon de pyjama, avec une tasse de café sur laquelle était écrit « Oui, c'est toujours moi la patronne ». Elle a lu les documents 3 fois, ses mains tremblant légèrement à chaque fois qu'elle tournait une page. Puis, avec une incrédulité presque enfantine, elle a dit à voix haute, à personne, « Il est vraiment parti ». Pas de mots, pas de scène dramatique, pas de dispute finale, pas de sac jeté avec colère ou de « Tu le regretteras ». Juste parti. Le mercredi, les chuchotements ont commencé. Linda du bureau d'urbanisme a dit à quelqu'un au marché fermier que Paul faisait une sorte de dépression nerveuse. Un type de l'entretien de la ville a dit qu'il avait vu Paul à la gare routière Greyhound, en jean et coupe-vent, montant dans un bus pour un endroit plat. La partenaire de Pilate de Rachel a prétendu avoir entendu de quelqu'un à la banque que Paul avait tout liquidé, compte courant, épargne, retraite, chaque compte vidé. Le vendredi, Rachel est allée elle-même au bureau. Elle portait un blazer marine et son plus beau sourire, celui qui fonctionnait lors des dîners de charité. Elle a apporté des croissants pour les secrétaires. Elle a frappé à la porte du maire. Tout en assurance et confiance. Juste là pour clarifier les choses, dit-elle avec un petit rire. Vous savez, Paul, il a ses humeurs. Il réapparaîtra. Le maire n'a pas levé les yeux de son moniteur. Nous gérons cela en interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a levé les yeux alors. Enfin. Son expression était un mélange de pitié et d'irritation. Ça veut dire que nous sommes passés à autre chose. Je vous suggère de faire de même.
À la fin de la semaine suivante, l'agenda de Rachel était vide. Les brunchs ont cessé. Les textos se sont raréfiés. Quelqu'un du PTA a oublié de l'inclure dans un vote du comité. Même à la coopérative, les gens souriaient trop vite, riaient trop fort, s'efforçant de ne pas mentionner l'éléphant qui avait autrefois été son mari. Elle a appelé la sœur de Paul en Oregon. « As-tu eu de ses nouvelles ?» Une pause. Puis, quelque chose s'est-il passé ? Rachel a raccroché. Chaque soir, elle relisait de vieux emails, essayant de trouver un indice. Quelque chose de colérique, quelque chose de brisé. Il n'y avait rien. Son dernier message pour elle, 2 jours avant la fête, avait été une invitation de calendrier partagé, réunion du conseil de l'eau, 15h vendredi. C'était tout. C'était Paul. Terne, prévisible, ennuyeux, comme elle l'avait si affectueusement répété encore et encore. Mais les hommes ennuyeux ne disparaissent pas comme des fantômes. Ils ne s'effacent pas complètement en une seule journée. Ils ne laissent pas derrière eux des papiers parfaits et des sorties intraçables, à moins qu'ils ne s'y soient préparés. À la fin du mois, une brève déclaration est apparue sur le site web du maire. Juste 3 phrases. À la lumière des événements récents, nous réaffirmons notre engagement envers le professionnalisme et le respect dans tous les départements. Nous regrettons les circonstances entourant le départ de Monsieur Hall. Aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment. Rachel l'a lu 5 fois. Nulle part le mot « désolé ». Nulle part le mot « tort ». Elle a fait défiler la page et a vu l'annonce suivante, quelque chose sur les rénovations à venir de l'auditorium civique. Paul avait été pressenti pour superviser ce projet. Maintenant, un autre nom était mentionné. Un homme plus jeune, sans moustache, sans histoire. Elle a appelé le numéro indiqué pour le département de l'urbanisme. La réceptionniste a répondu, c'est Rachel Hall. Je dois parler à quelqu'un à propos de Paul. Qui ? Mon mari, Paul Hall. Il travaillait à l'urbanisme. C'est sa femme. Une pause. Puis, avec une neutralité chirurgicale, je suis désolé, madame. Nous n'avons aucune trace d'un employé actif portant ce nom. Clique cette nuit-là, elle a ouvert l'album de mariage. Page après page de Paul souriant poliment dans des costumes beiges, toujours légèrement décentrés. Pas le genre d'homme qui attire l'attention, juste celui qui maintient les choses ensemble jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Elle est restée assise dans le noir pendant un long moment. La photo de leur première danse en équilibre sur ses genoux. Sa main planait au-dessus de son téléphone, pensant à envoyer un texto à l'un de ses anciens collègues juste pour demander « L'avez-vous vu ?» Mais elle ne l'a pas fait, parce qu'elle connaissait déjà la réponse. Tout a commencé avec la plaque commémorative. Rachel était à la mairie pour une réunion sur une initiative de recyclage, une chose à laquelle elle assistait sans conviction pour que les gens continuent de la qualifier d'active dans la communauté. Elle avait ses lunettes de soleil perchées dans ses cheveux, un latte au caramel dans une main, et un sourire d'ennui étudié sur les lèvres lorsqu'elle est passée devant le mur des contributeurs à la rénovation du centre-ville. C'était une monstruosité en bronze installée il y a 5 ans, listant les chefs de projet clés et les donateurs en lettres nettes. Le nom de Paul avait été le 3e en partant du haut. Paul Hall, architecte urbaniste principal. Un hommage permanent, disait-il. Sauf que maintenant, il n'y était plus. Elle s'est arrêtée, a reculé. Disparu. Pas d'espace vide, pas de marque de grattage, juste un nom nouvellement gravé là où le sien se trouvait. Un certain Jasper Denain, qui que ce soit. Elle a cligné des yeux 2 fois, puis s'est approchée et a pressé sa paume contre la plaque comme si elle pouvait faire réapparaître le nom de Paul du métal. Il n'a pas bougé. Ni la boule dans sa gorge. Elle a marché jusqu'à la réception. Oui, bonjour. À qui dois-je m'adresser concernant le mur du centre-ville ? Il y a eu une erreur. La réceptionniste lui a adressé ce sourire. Celui qui disait, je ne suis pas assez payé pour ça. Non. Rachel Hall. Clic, clic, clic. Puis une pause. Nature de votre demande ? Le nom de Paul Hall a été retiré. Il était le chef de tout ce projet. Ce doit être une erreur. La réceptionniste n'a pas répondu tout de suite. Elle a légèrement incliné la tête, ses yeux se posant sur quelque chose par-dessus l'épaule de Rachel, comme si elle attendait que la sécurité apparaisse par magie et résolve tout le problème pour elle. Finalement, elle a parlé. Vous devrez voir ça avec les RH. Super,
dit Rachel en arrachant le post-it qu'on lui tendait. Elle n'est jamais allée au RH. Elle n'en a pas eu besoin. Ils l'ont appelée à la place. Madame Hall, dit la femme poliment. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de commenter les affaires internes du personnel. Je ne demande pas de commentaires. Je demande des faits. Madame Hall, je suis désolé, mais on nous a conseillé de diriger toutes les questions vers un conseil juridique externe à l'avenir. Externe? Attendez, vous voulez dire qu'il y a une affaire juridique. Mais la ligne était déjà coupée. Cette nuit-là, Rachel a ouvert une bouteille de vin seule et Harry. Juste une fois, un petit son sec. C'était si absurde. Paul, qui se mettait autrefois à transpirer en se disputant pour des livres de bibliothèque en retard, s'était en quelque sorte rendu radioactif. Le lendemain matin, son amie Dana lui a envoyé un texto, et, petite question. Aurais-tu par hasard utilisé mon email professionnel pour envoyer ce diaporama? Rachel a fixé le message pendant une minute entière. Son estomac s'est noué. Des mois avant la fête, elle avait eu l'idée d'un mème, un diaporama viral se moquant d'un mari infidèle. Elle avait pensé que c'était audacieux, peut-être même un peu valorisant. Elle avait téléchargé le modèle chez Dana, son ordinateur portable avait des problèmes, alors elle avait utilisé l'ordinateur de bureau de Dana. Elle avait complètement oublié. C'est possible, répondit-elle. Pourquoi? Dana n'a pas répondu pendant des heures. Puis, on a reçu une lettre de l'avocat de quelqu'un. Notre service informatique a trouvé le fichier sur notre disque partagé. Rachel, qui avait-il exactement dans ce truc? Rachel n'a pas répondu. Elle était trop occupée à examiner une lettre officielle qui était arrivée dans sa boîte aux lettres. Courrier recommandé, enveloppe couleur crème, pas d'adresse de retour. L'entête était sobre. La formulation était glaciale. Matériel prétendument diffamatoire créé et diffusé par des parties sous votre supervision directe. Elle provenait d'un cabinet d'avocats dont elle n'avait jamais entendu parler, mais le ton était clair. Quelqu'un avait porté plainte, ou était sur le point de le faire. Elle a appelé Dana. Directement sur la messagerie vocale. Elle a appelé le reste de la bande de la fête, Sarah, Colin, Jenna. Soudain, personne ne décrochait. L'une d'elles, Jenna, l'avait déjà bloquée sur les réseaux sociaux. Une autre avait supprimé toutes les photos où elle était taguée de la soirée du « roast ». Simplement disparue, nettoyée. Rachel a essayé de poster quelque chose de désinvolte, une photo d'elle à un brunch avec un nouveau groupe de mères qu'elle connaissait à peine. Commentaire, 0. J'aime, 1. Probablement un bot. Sa boîte de réception était un cimetière. Même sa mère lui a envoyé un texto qui disait « Rach, peut-être que tu devrais te faire discrète pendant un moment. » Son estomac s'est tordu à nouveau. Puis est venu le vrai coup. La pension de Paul a cessé d'être versée. Les paiements qui s'étaient autrefois écoulés sur leur compte joint parce que bien sûr, Paul n'avait jamais changé les informations de virement se sont simplement arrêtées. Aucune notification, aucune explication. Quand elle a appelé le service de la paix de la ville, on l'a transférée 3 fois avant qu'elle n'atterrisse sur la messagerie vocale d'une certaine Janine. Personne n'a jamais rappelé. Elle a finalement appelé le numéro sur la lettre juridique, la main tremblante. Une voix douce a répondu. Oui, c'est Rachel Hall, dit-elle. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Non, madame, répondit la voix. Il y a eu une documentation. Je ne comprends pas. De quoi s'agit-il? La voix était calme, mesurée. Il s'agit des conséquences, madame Hall. Puis le silence. Rachel a regardé son téléphone pendant près d'une minute avant de le poser et de se diriger vers la cuisine. Elle a ouvert le garde-manger et a regardé fixement les étagères, les boîtes de conserve, les cartons, les bocaux. Rien n'avait de sens. Elle s'est assise par terre et a essayé de respirer. La blague, celle qu'elle pensait inoffensive, voire drôle, était en train de défaire sa vie fil après fil. Son petit roast suffisant était passé de sujet de conversation de cocktail à une potentielle diffamation. Ses amis se dispersaient. Son argent s'épuisait. Et Paul n'avait pas dit un mot. C'était le pire. Elle n'avait pas vu son visage, n'avait pas entendu sa voix, n'avait pas lu ne serait-ce qu'un email passif-agressif. Il s'était simplement effacé. Et d'une manière ou d'une autre, dans ce silence, il devenait plus bruyant que jamais.
Le détective privé s'appelait Kelvin Dorsey. Son bureau se trouvait dans un centre commercial à côté d'un magasin de vapotage et d'un dojo d'arts martiaux en faillite qui servait également de service de préparation de déclaration de revenus pendant l'intersaison. Il portait un blazer en velours côtelé avec des patchs en daim et une moustache si délibérée qu'elle semblait faire partie d'un costume. Rachel s'en fichait. Elle voulait juste que quelqu'un, n'importe qui, puisse trouver son ex-mari. Je veux être très claire, dit-elle en faisant glisser une photo de Paul sur le bureau. Il n'est pas dangereux. Il est juste mal. Ce n'est pas une vengeance. J'ai juste besoin de tourner la page. Calvin lui a fait un lancing de tête, comme s'il avait entendu cela 100 fois. Il a retourné la photo, a plissé les yeux et a dit, c'est tout ce que vous avez. J'ai quelques anciennes adresses, des informations bancaires, son numéro de sécurité sociale. Bien. Je vais passer tout ça dans mes systèmes. Ça pourrait prendre quelques semaines. Elle a payé en espèces. Une partie de ce qui restait de la vente de sa voiture, celle que Paul lui avait achetée 2 ans avant le « roast ». Elle adorait dire aux gens que c'était un cadeau, juste comme ça. Maintenant, elle prenait un Uber pour se rendre au bureau du détective et marchait 3 pâtés de maison sous le grésil pour y arriver. 3 semaines plus tard, Calvin a appelé. Madame Hall, nous avons quelques pistes, mais rien de solide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a soit des amis très haut placés, soit il a planifié sa fuite comme une opération militaire. Il a fait une pause. Elle n'a pas parlé. Rien au service des immatriculations. Pas de dossier d'emploi. Pas d'activité fiscale sous son numéro de sécurité sociale. Le seul signe a été un retrait par carte de débit. 1 200 $ en espèces 2 jours après votre fête. Distributeur automatique près d'une station-service à l'extérieur de Lincoln, Nebraska. C'est tout. Pourrait-il être mort, demanda-t-elle doucement. Pas de corps, pas de certificat de décès. Il est vivant, quelque part. Rachel s'est assise sur son canapé ce soir-là, enveloppée dans le plaid que sa sœur avait crocheté pendant le Covid, sirotant une tisane au gingembre et faisant défiler sans fin des forums intitulés « Conjoint en fuite anonyme » et « Ghosté par le mariage ». La plupart étaient des histoires d'infidèles, de familles secrètes, de sectes. Aucune ne ressemblait à Paul. Il était trop ennuyeux pour ça. Ou peut-être que c'était précisément ce qui le rendait dangereux maintenant. Une semaine plus tard, Dana lui a envoyé un texto à l'improviste. Ne panique pas, mais une amie jure avoir vu Paul. Rachel a failli laisser tomber son téléphone. Où? Un relais routier près de Billings. Il nettoyait les sols. Le quart de nuit. Rachel a fixé le message, les doigts en suspens au-dessus de l'écran. Puis elle a appelé Calvin. Il avait déjà 2 longueurs d'avance. J'ai envoyé un gars là-bas, j'ai parlé au gérant. Ils avaient quelqu'un qui correspondait à sa description, mais le nom était faux. Pas de WE2. Payé au noir pendant quelques semaines, puis il a de nouveau disparu. Il a laissé derrière lui un casier avec rien d'autre qu'un exemplaire des raisins de la colère et une brosse à dents. Autre chose? Ouais, dit Calvin. Le numéro du casier était le 62. L'âge de Paul. Rachel a raccroché et a jeté son téléphone à travers la pièce. Il ne s'est pas cassé. Bien sûr que non. Même sa colère manquait sa cible ces derniers temps. Au cours du mois suivant, les pistes sont devenues plus étranges. Une des amies de Colin a dit qu'elle avait vu Paul sur un bateau de pêche en Oregon, portant une barbe épaisse et se faisant appeler Evan. Une autre a affirmé qu'il travaillait comme homme à tout faire dans un centre de retraite à Sedona, sentant les aiguilles de pin et le regret. Chaque fois, Rachel suivait la piste. Chaque fois, elle s'effondrait. Elle a commencé à rêver de lui. Dans les rêves, Paul ne parlait jamais. Il se tenait juste en arrière-plan, la regardant se débattre dans des pièces qui se remplissaient lentement d'eau. Parfois, il inclinait la tête comme s'il était légèrement amusé, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Elle a vendu la maison 3 semaines plus tard. Ce n'était pas par nécessité. Pas encore. Mais elle ne supportait plus la façon dont l'endroit résonnait. Chaque pièce murmurait son nom. La salle de bain des invités avait encore l'étrange porte-serviette qu'il avait installée de travers en 2008. Le garage sentait son eau de Cologne et l'huile de moteur. Le garde-manger avait toujours sa sauce piquante préférée, non ouverte. Elle s'en était moquée une fois. Tu aimes les choses douces, Paul.
Même tes papilles sont ennuyeuses. Maintenant, elle fixait la bouteille comme si elle pouvait contenir un indice. Elle a emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. 2 chambres, moquette grise, pas d'histoire. Elle a rempli les murs d'art abstrait qu'elle ne comprenait pas et de bougies qui sentaient l'eucalyptus et l'auto-illusion. Dana est passée une fois, a jeté un coup d'œil aux meubles minimalistes et a dit « Tu vis comme si tu essayais d'effacer ta propre mémoire ». Rachel n'a pas répondu, a simplement versé du vin et lui a tendu le verre. Après le départ de Dana, Rachel s'est assise seule et a ouvert une vieille vidéo sur son ordinateur portable. Elle est Paul à la Nouvelle-Orléans des années auparavant, Bourbon Street en arrière-plan. Paul portant un chapeau de paille ridicule, tenant un beignet comme si c'était un trésor national. Il s'est tourné vers la caméra et a dit, parfois, disparaître est le seul moyen d'être vu. Elle avait ri à l'époque, pensant que c'était une blague. Maintenant, elle n'en était plus si sûre. Pas d'adresse de suivi, pas de conclusion, pas de contrôle, juste un ex-mari qui avait transformé le silence en une toute nouvelle vie et l'avait laissée perdue dans le bruit qu'elle avait elle-même créé. La ville était assez petite pour être ignorée par les cartes, assez grande pour se cacher dans les silos à grains, les dollars générales et le silence après 21 heures. Paul est arrivé sous un nom qui n'appartenait à personne de célèbre ou de recherché. Ellie Holland. Pas de deuxième prénom, pas de réseaux sociaux, pas de traces écrites au-delà d'un faux acte de naissance et d'une boîte postale à 3 comtés de là. Il a choisi ce nom comme un chirurgien choisit un scalpel, délibérément, avec des bords nets et un but enfoui plus profondément qu'il n'y paraissait. Il est entré dans l'entrepôt au cœur de janvier, un froid si vif que votre salive se serait fissurée avant de toucher le sol. Le poste payait 11 $ de l'heure et venait avec des bottes à embout d'acier et un gilet fluo qui empestait la nicotine et l'huile de machine. Le responsable du recrutement n'a pas posé de questions. Les petites villes sont drôles comme ça. Si vous vous présentez avec une éthique de travail et des ongles propres, il suppose que votre histoire est la chose la moins intéressante à votre sujet. Paul travaillait de nuit. Il l'avait demandé. Moins de bavardage, moins de regards. Le quart de nuit était rempli de vétérans qui se fichaient de savoir qui vous étiez tant que vous empiliez les palettes sans vous écraser les orteils ou énerver les caristes. Il a commencé discrètement, à compter l'inventaire avec une précision que personne ne demandait, à signaler des fuites dans le toit que personne d'autre n'avait remarqué, à réparer une imprimante d'étiquette cassée lors de sa 3e semaine en utilisant seulement un vieux trombone et une vidéo YouTube. Il ne parlait que si on lui posait une question. Il ne déjeunait pas avec l'équipe. Il ne participait pas au rituel du gâteau d'anniversaire. Mais il écoutait attentivement. Il écoutait quand le superviseur du quai se plaignait des camions qui tournaient au ralenti trop longtemps parce que la planification était un gâchis. Il écoutait quand le gestionnaire des stocks maudissait le logiciel obsolète. Il écoutait quand les répartiteurs se disputaient au sujet de commandes mal étiquetées et de livraisons retardées. Puis, une nuit, il a écrit une lettre. Manuscrite, sans signature, juste une liste. Mettre en place un système de code-barre pour réduire le taux d'erreur de 22%. Réorganiser l'agencement de l'entrepôt pour réduire le trafic des chariots élévateurs de 37%. Utiliser des capteurs de température sur les denrées périssables de grande valeur. Perte de 11 000 $ au dernier trimestre. Il l'a glissé sous la porte du bureau et est retourné charger des carreaux de sol. 3 semaines plus tard, un presse-papier est apparu avec un nouveau plan d'agencement. Pas d'annonce, juste des changements. Il a continué à écrire, une lettre toutes les 2 semaines. Toujours perspicace, toujours réalisable. Finalement, il a été convoqué dans le bureau du propriétaire, un homme nommé Curtis Redney, qui portait un nœud papillon et parlait en énigme. « C'est vous, le fantôme qui règle mes problèmes ?» a demandé Curtis. Paul a haussé les épaules. « Je suppose que les fantômes ne parlent pas ?» Curtis a hoché la tête une fois. « Vous voulez superviser le plancher ?» Paul a secoué la tête. « Laissez-moi où je suis. Je vois plus de choses d'en bas. » Curtis l'a regardé un long moment, puis a grogné. Fantôme malin. 2 ans plus tard, Paul avait un badge, pas un gilet. Il travaillait toujours de nuit, mais maintenant il parcourait le plancher avec une tablette et un nouveau titre, coordinateur des opérations de nuit. Il gagnait 37 000 $ par an et déclinait toutes les offres de passer au quart de jour. La 3e année, Curtis l'a invité à des réunions. La 4e année, Paul a réécrit la chaîne logistique pour tout le couloir ouest, réduisant les retards de moitié et diminuant de 30% les coûts de main-d'œuvre. La 5e année, ils lui ont donné le titre de directeur régional des opérations.
3 États, 9 installations. Il gagnait un salaire à 6 chiffres, toujours pas de LinkedIn, toujours pas de photos, toujours pas de réseaux sociaux. Il a acheté une maison modeste près d'un lac avec une longue allée de gravier et une boîte aux lettres renforcées. Il se faisait livrer ses courses et payait en espèces. Il dînait de lentilles et de riz. Buvait son café noir. Courait 8 km chaque matin à 4h30. Ne manquait jamais un jour. Il a créé une LLC sous le nom de Holland System. La 6e année, il avait commencé à acheter discrètement des actions de la société de Curtis par le biais d'un réseau de fiducies et de sociétés écrans. Rien d'illégal, juste intraçable. Il n'a jamais utilisé de mail personnel, n'a jamais signé de son vrai nom. Quand Curtis a eu une attaque cérébrale la 7e année et que le conseil d'administration s'est empressé de trouver de la stabilité, les votes sont allés à l'homme sans scandale, sans dette et sans ennemis. L'opérateur silencieux qui n'avait jamais demandé de reconnaissance, n'avait jamais enfreint le protocole, et n'avait jamais laissé de traces. Paul Hall est devenu PDG de Redney Logistics sous le nom d'Eli Holland. Pas de communiqué de presse, pas de coupe de ruban. Mais dans la note interne envoyée au chef de département à travers le réseau des 3 États, il y avait une courte note, nouveau PDG en fonction immédiatement. Bilan éprouvé. Aucune autre présentation n'est nécessaire. Et c'est ainsi que l'homme dont tout le monde s'était moqué, l'homme que tout le monde avait vu se faire humilier publiquement, possédait maintenant l'entreprise qu'il avait autrefois payée à l'heure pour nettoyer des taches de diesel sur des sols en béton. Son bureau était sobre. Pas de photos sur le bureau. Pas de récompense au mur. Juste une étagère. Un seul objet y était posé. Une tasse à café en céramique fissurée. Blanche avec des lettres bleues délavées. L'urbaniste le plus correct du monde. Il ne l'a jamais mentionné, ne l'a jamais expliqué, mais chaque fois qu'il la regardait, quelque chose dans ses yeux se durcissait légèrement. À l'extérieur de ce bureau, Rachel faisait défiler sa liste de contacts de plus en plus mince, se demandant quel pont s'était effondré ensuite. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle avait effacé dessinait en silence les plans de son empire. Et il n'avait pas fini. C'était un mardi, un jour anodin, le genre qui passe inaperçu, à moins que quelque chose ne le fissure, comme un œuf sur le bitume brûlant. Rachel faisait la queue à la pharmacie, faisant défiler son téléphone pour éviter le contact visuel avec la femme trop bavarde derrière elle, quand son pouce s'est figé en plein balayage. Elle ne savait pas pourquoi le titre avait attiré son attention. Il n'était ni audacieux ni dramatique, juste, l'homme discret derrière un empire florissant des infrastructures. L'ascension inhabituelle de P. Holland. C'était dans le Midwest Executive Ledger, une publication commerciale régionale qui lui avait probablement été recommandée par algorithme en fonction de ses recherches passées sur comment tracer les sociétés écrans, et que se passe-t-il quand un conjoint disparaît. Elle a presque continué à faire défiler, presque. Mais ensuite, elle a vu la photo. Grainée, zoomée à distance, probablement prise lors d'un événement d'entreprise. L'homme ne regardait pas l'appareil photo. Il parlait à quelqu'un, à moitié de dos, un verre à la main. Mais la posture, l'allure, c'était lui. Ses genoux n'ont pas fléchi. Cela aurait été cinématographique. Ce qui s'est passé à la place a été pire. Elle a lâché son café. Pas seulement la tasse, le tout. Le couvercle en papier, le manchon, elle l'a simplement relâché comme si son cerveau avait temporairement oublié à quoi servaient les mains. Il a heurté le carrelage avec un bruit sourd, a éclaboussé ses chaussures, et personne n'a remarqué parce que, eh bien, c'était une pharmacie, et tout le monde était déjà agacé par ses propres problèmes. Elle ne s'est même pas excusée, elle est simplement sortie, le téléphone toujours à la main, ignorant le caissier qui l'appelait « Madame, vous avez oublié votre... » Bon. Elle s'est assise dans sa voiture, la portière toujours ouverte, et a zoomé sur la photo jusqu'à ce que les pixels se fondent les uns dans les autres. Les yeux. Paul avait toujours cette étrange habitude de plisser légèrement les yeux quand il écoutait, comme s'il calibrait votre fréquence émotionnelle avant de décider si vous méritiez une réponse. La photo montrait exactement cette expression, un plissement partiel, le plus léger des sourires en coin, pas de la joie, pas de l'arrogance, juste de la retenue. Elle a lu l'article 3 fois. Il parlait de P. Holland comme d'un disrupteur dans l'investissement en infrastructure. De son obsession pour l'efficacité, l'anonymat et les systèmes qui survivaient aux personnalités. De la façon dont il avait discrètement acquis une participation majoritaire dans de multiples sociétés de logistique, entreprises de construction et fournisseurs de technologies ferroviaires.
Il le qualifiait de « fantôme sur le papier », de « mythe dans les salles de conseil » et de « roi parmi les ingénieurs ». Il n'y avait aucune citation de lui, aucune interview directe, juste des analystes qui spéculaient, et un dirigeant anonyme qui l'appelait « l'architecte de l'invisible ». Rachel a cligné des yeux, sa respiration embuant la vitre. Elle a ouvert une conversation de groupe qu'elle n'avait pas utilisée depuis un an, la bande du « roast », et a tapé « Rachel, quelqu'un n'a-t-il entendu parler d'un type nommé P. Holland ?» Colin, non. Qui? Sarah, ça a l'air faux. Rachel, je pense que c'est Paul. Dana, le type de l'article? Lol. Tu vas chercher loin, Rachel. Rachel, non, regardez ça. Regardez son visage. Elle a collé le lien. Vu. 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 En train d'écrire. Personne n'a répondu. Elle a appelé sa sœur. Il est vivant, dit-elle sans préambule. Il est riche et je pense. Je pense qu'il a planifié tout ça. De quoi parles-tu? La voix de Rachel est tombée à un murmure, comme si le tableau de bord pouvait l'entendre. Paul, cet article. C'est lui. Il n'a pas seulement disparu. Il s'est reconstruit. Sa sœur, Rach, ça fait des années. Laisse tomber. Mais Rachel n'écoutait plus. Elle a passé les 48 heures suivantes en spirale, faisant des recherches d'images inversées de la photo, fouillant dans les dépôts d'entreprise, recherchant des adresses, des membres de conseils d'administration, des registres de vol, même les LLC liés à Holland System. La plupart menaient à des boîtes postales ou à des mandataires tiers. Mais un document, une approbation mineure de fusion de services publics enfouie dans une base de données de l'État, portait une signature, P. Holland. Son pouce est accéléré. P. Paul Édouard. Elle se souvenait d'avoir rempli ce deuxième prénom sur leur licence de mariage. Il le détestait. Disait que ça sonnait comme un président mort. La signature n'était pas numérisée. C'était de l'encre fraîche, numérisée après coup. Une vraie signature. Et l'écriture. Sa précise écriture, légèrement inclinée vers la droite, comme quelqu'un qui marche en montée. Elle l'a fixée pendant des heures. Le lendemain matin, elle s'est rendue au bureau d'un ancien ami, un avocat qui lui devait une faveur. Elle a claqué l'article et la signature sur son bureau. Trouve tout ce que tu peux. Il l'a regardé avec des sourcils levés. Rachel, pourquoi? J'ai besoin de savoir jusqu'où il est allé. Pourquoi? Elle n'a pas répondu. Elle a juste dit, facture-moi. Plus tard dans la nuit, elle a sorti la vidéo du « roast » de ses archives cloud. Celle qu'elle n'avait pas regardée depuis des années. Celle qui avait tout déclenché. Sa voix résonnait dans les haut-parleurs alors que le diaporama défilait. Chaque faux message texte et chaque image retouchée était accompagnée des rires de la foule. Elle a regardé son propre visage, rayonnant, suffisant, ivre de fierté. Et puis elle a mis la vidéo en pause. Le visage de Paul. Vide, de pierre, pas embarrassé, calculateur. Elle a rembobiné, l'a rejoué, a regardé le moment exact où quelque chose dans son expression s'est fissuré. Pas de douleur, mais de clarté. Pas un « comment as-tu pu » mais un « alors c'est ce que tu es ». Elle est restée là, à fixer cette image figée pendant que la glace dans son verre de vin fondait. Ça l'a frappé comme un train de marchandises. Il n'était pas seulement parti. Il s'était transformé. Et chaque étape de ce processus, le silence, la disparition, la seconde vie, ce n'était pas une réaction. C'était un plan directeur. Le bâtiment ne ressemblait pas à de la vengeance. Il ressemblait au contrôle. Tout en verre et en acier. Telle une lame plantée dans la ligne d'horizon. Pas le plus haut du quartier, mais le plus tranchant. Conçu pour refléter le soleil si brutalement que quiconque s'approchait devait plisser les yeux. Le genre de bâtiment qui n'avait pas besoin de crier son pouvoir car il avait été conçu pour vous ignorer. Rachel se tenait devant les portes tournantes dans un manteau noir sur mesure et des talons imitation qui lui faisaient déjà mal aux pieds. Le trajet en taxi avait été silencieux. Elle avait passé tout le trajet à répéter des phrases dans sa tête. Ferme mais gracieuse, calme mais directe. Elle n'était pas là pour faire une scène. Elle était là pour une conversation. Pour tourner la page. Peut-être, si elle s'autorisait ce fantasme, pour des excuses. À l'intérieur, le hall était feutré.
du marbre et un air climatisé qui sentait légèrement l'eucalyptus et l'argent. Une fontaine ruisselait derrière le bureau de la réception. Tout était doux, poli, clinique. Elle s'est approchée du comptoir, le cœur battant. « Bonjour, je suis ici pour voir Monsieur Holland. » « Dites-lui que Rachel est là. » La réceptionniste n'a pas levé les yeux de son moniteur. « Avez-vous un rendez-vous ? » ?»« Non, mais il voudra me voir. » « Je crains que Monsieur Holland ne reçoive pas de visites impromptues. » Rachel s'est penchée en avant. « Il fera une exception. Dites-lui simplement que c'est Rachel Hall. » Alors, la femme a levé les yeux. Aucune lueur de reconnaissance. Aucun clignement de surprise. Juste une impassibilité professionnelle. L'équivalent professionnel d'une cellule matelassée. « Madame, je vous suggère de vous asseoir ou de partir. » Rachel a sorti son téléphone, a parcouru sa galerie et l'a claqué sur le bureau. Une photo de mariage. Paul dans un smoking bon marché. Elle dans une robe sans manches, riant au vent. C'est votre patron, et c'est moi. Dites-lui que sa femme est ici. La réceptionniste a jeté un coup d'œil à la photo, puis à l'agent de sécurité qui s'approchait discrètement d'eux. Je vais vous demander de baisser la voix. Je ne la lève pas, a sèchement répondu Rachel, bien que sa voix se soit brisée. Je veux juste une conversation de 5 minutes. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas dangereuse. Il me reconnaîtra. L'agent s'est approché, un grand homme avec une oreillette et un costume marine. Elle s'est tournée vers lui. Écoutez, je ne veux pas faire de scène, mais je ne partirai pas avant que. Madame, dit calmement l'agent. Vous devez vous écarter. Il ne l'a pas menacée. Il ne l'a pas saisie. Il s'est juste tenu là, telle une montagne avec le règlement dans les veines. Rachel a regardé à nouveau la réceptionniste, toujours impassible, toujours imperturbable. Vous ne le connaissez même pas, dit-elle, désespérée maintenant. Il avait l'habitude de citer de la mauvaise science-fiction. Il avait un auriculaire tordu à cause d'une blessure au football en 78. Il appelait les hot-dogs viande en tube et détestait les poivrons verts. Je le connais. Ce n'est pas un robot investisseur froid. La réceptionniste s'est levée. C'était le changement final. Il ne s'agissait plus de sécurité maintenant. Il s'agissait de propreté. Madame, dit-elle doucement, comme si elles étaient toutes les deux embarrassées. Si vous ne quittez pas le bâtiment, nous sommes prêts à contacter notre service juridique. Pas la sécurité, pas la police. Le service juridique. Un mot si corporatif qu'il a semblé être une porte d'acier se refermant dans la poitrine de Rachel. L'agent de sécurité s'est avancé juste assez pour qu'elle comprenne que ce n'était pas un bluff. Elle l'a ressenti alors, pleinement. Pas la rage, pas la honte, juste l'insignifiance. Elle n'était même plus un signe d'avertissement, juste une note de bas de page dans un brouillon oublié. Rachel a reculé lentement, les mains légèrement levées comme si elle désamorçait une bombe. Elle ne leur a tourné le dos qu'après avoir franchi les portes tournantes. Dehors, la lumière du soleil se reflétant sur le verre du bâtiment l'a aveuglée une seconde. Elle est restée là sur le trottoir, hébétée, regardant les gens d'affaires passer sans la regarder. Un coursier est passé en trombe sur un vélo électrique. Une mère avec une poussette l'a contournée comme si elle n'était qu'un autre lampadaire mal placé. Rachel a sorti son téléphone et a appelé Dana. Messagerie vocale. Elle a texté, j'ai vu le bâtiment. Il est réel. Tout est réel. Il ne voulait même pas me laisser monter. Elle a fixé la bulle du message. Pas de réponse. Plus tard dans la nuit, dans une chambre d'hôtel à 2 pâtés de maison, elle a ouvert une bouteille de vin du minibar et s'est assise en tailleur sur le lit, faisant défiler les résultats d'images Google pour Ellie Holland. Il n'y en avait que quelques-uns, toujours flous, toujours distants. La presse le qualifiait de « notoirement privé » et d'« inaccessible par conception ». Un article disait qu'il construisait quelque chose appelé une « archive d'héritage », une base de données interne basée sur l'IA pour s'assurer que les connaissances de l'entreprise survivaient au roulement du personnel. Un système qui se souvenait de tout. Elle a ri amèrement. Même son logiciel n'oubliait pas. Elle a zoomé sur une photo d'une réunion du conseil d'administration. 8 hommes, 2 femmes, tous souriants, la plupart d'âge moyen. Paul se tenait légèrement sur le côté, les mains jointes, expression neutre. Son pouce planait au-dessus de son visage. Il n'avait pas l'air froid.
Il avait l'air calme, comme si le passé n'était qu'une équation qu'il avait résolue. Elle a fini la bouteille seule, non invitée, du mauvais côté de la vitre. L'enveloppe était épaisse, couleur crème et gaufrée. Pas d'adresse de retour. Elle avait ce point indubitable, comme quelque chose qui était passé entre trop de mains soignées. Rachel l'a fixée sur son paillasson pendant près d'une heure avant de la ramasser. Non par peur, mais par incrédulité. À l'intérieur se trouvait une seule carte, papier épais, lettrage élégant. La Fondation Hollande a le plaisir de convier Rachel T., ex-épouse de Paul Hollande, au gala annuel des fondateurs. Elle a relu la ligne 3 fois. Ex-épouse. Il n'y avait aucune chaleur dans la formulation. Pas de « avec appréciation », pas de « en reconnaissance de », juste un fait. Froid, précis, comme une étiquette. Elle a levé les yeux, le cœur battant dans ses oreilles. Pendant un instant, tout l'appartement a semblé basculer. Elle s'est appuyée contre le mur. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Pourquoi ça? Elle a répondu. Oui. Avant d'avoir le temps de douter, elle a passé les 12 jours suivants à se préparer comme un soldat déployé en territoire ennemi. La robe était louée, une robe de soirée bleu marine profond qui serrait un peu trop aux côtes, mais qui avait l'air assez cher pour passer l'inspection. Les bijoux étaient faux. La pochette était empruntée. Elle a payé pour un brushing et un maquillage professionnel, feignant de ne pas remarquer comment la styliste s'était légèrement arrêtée quand elle avait dit « c'est pour un gala ». Comme si elle demandait « vous ». Rachel se tenait seule devant le lieu de la réception. Un grand hall de marbre brillant de l'intérieur. Des lumières douces et dorées se déversaient par des fenêtres cintrées, les sons étouffés du jazz et des bouchons de champagne atteignant à peine la rue. Son ancien cercle, ce qu'il en restait, attendait dans une voiture empâtée de maisons plus loin. Moteur en marche. Il ne voulait pas être vu. Pas encore. Tu es sûr de vouloir y aller, avait demandé Dana. Rachel avait hoché la tête. Il m'a invité. Elle s'est approchée lentement de l'entrée. 2 valets se tenaient près de la porte, le dos droit, les yeux fixés devant eux. L'un a pris son nom. Rachel T., dit-elle. L'homme a vérifié la liste, a fait un bref signe de tête et s'est écarté sans cérémonie. Pas de bienvenue. Pas de sourire de tapis rouge. Juste un signal. Vous êtes autorisé à entrer, mais pas désiré. Au moment où elle est entrée, elle a réalisé à quel point elle avait mal jugé l'ampleur de la chose. Ce n'était pas un cocktail d'entreprise. C'était une orchestration. Du jazz live flottait dans l'air comme de la soie. Des lustres brillaient au-dessus d'installations florales imposantes. Les serveurs se déplaçaient comme des danseurs synchronisés, offrant des flûtes de champagne et des cuillères à la truffe avec des mots comme « essence » et « affiné sur sel volcanique ». Les invités étaient radieux, robes de créateurs, smoking avec des épinglettes à la boutonnière qui murmuraient « vieille fortune ». Et là, de l'autre côté de la pièce, au centre même de l'orbite, se tenait Paul. Elle l'a reconnu instantanément. Svelte, posé, les cheveux argentés parfaitement coupés, pas d'éclat, pas de vanité, juste de la netteté. Il portait un costume noir de minuit avec un gilet anthracite et se tenait au milieu d'un demi-cercle d'investisseurs et de responsables de la fondation qui buvaient ses paroles. Il a ri légèrement, poliment, comme si ce qui avait été dit ne l'amusait pas tout à fait, mais qu'il le permettait pour leur bénéfice. Puis il s'est tourné et l'a vue. Son expression n'a pas changé. Pas un tic, pas un clignement, juste une lueur de reconnaissance. Elle a senti sa poitrine se serrer. Pas d'embarras, elle avait déjà traversé cet océan, mais de la réalisation soudaine et suffocante qu'il semblait achever. Pas froid, pas amer, juste fini. Elle est restée près du mur pendant 15 minutes, faisant semblant d'admirer l'architecture. Personne ne l'a approchée. Même les serveurs la dépassaient avec une indifférence étudiée. Son téléphone a vibré. Dana, tu le vois. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a dérivé vers la zone de la vente aux enchères silencieuses où des livres dédicacés et des plans encadrés étaient alignés à côté de plaques brillantes avec des noms qu'elle ne reconnaissait pas, jusqu'à ce que l'un d'eux attire son attention. Héritage et infrastructure, une vision de P. Hollande. Ses doigts ont effleuré le bord de la plaque. Une femme à proximité a murmuré à son mari, il est si concentré. Ne donne jamais d'interview. Un vrai homme mystère. Le mari a gloussé. J'ai entendu dire qu'il était concierge quelque part dans les Dakota. Maintenant,
il possède la moitié du réseau ferroviaire de l'État. Rachel a senti son estomac se nouer. Il ne savait pas. Il n'avait pas besoin de savoir. Pour eux, Paul Hollande avait toujours été un homme apparu de nulle part, déjà puissant. Il n'y avait pas d'avant, pas de fête du roast, pas de diaporama, pas d'humiliation dans un bar à vin, juste l'après, poli et invulnérable. Elle s'est retournée et l'a trouvé en train de la regarder, pas de la fixer, juste de la noter. Il a dit quelque chose au groupe à côté de lui et a commencé à marcher vers elle. La foule ne s'est pas écartée. Elle s'est repliée. Le pouls de Rachel martelait dans ses oreilles. Alors qu'il s'approchait, son esprit s'est vidé. Elle avait imaginé ce moment de 100 façons différentes. Des retrouvailles avec des cris, des excuses, de la culpabilité ou de la rédemption, ou juste de l'émotion. Mais maintenant, face à face, il n'y avait rien dans ses yeux qu'un détachement clair et étudié. Pas de haine, pas d'amour, juste de la distance. Il s'est arrêté à 1 mètre d'elle. « Rachel, dit-il, comme on note un phénomène météorologique. »« Paul, répondit-elle, la gorge sèche. »« Tu es venu. » Je ne savais pas à quoi m'attendre. Il a hoché la tête, comme si cette réponse n'avait pas d'importance. Puis il a jeté un coup d'œil à sa montre. « Profite du gala, dit-il et il s'est tourné. Elle a failli attraper sa manche. Presque. Mais la distance entre eux n'était pas d'1 mètre. C'était des années. Et cette nuit-là, elle avait un nom. Héritage. Elle a attendu que la plupart des invités se tournent vers la scène pour une sorte de discours. Quelque chose sur les bourses d'héritage, les bourses d'études, la revitalisation urbaine. Une femme dans une robe qui coûtait plus cher que la voiture de Rachel a tapé sur un verre en cristal et a remercié la Fondation Hollande pour, non seulement construire, mais croire. Les appareils photo ont crépité. Un applaudissement lent et respectueux a parcouru la salle de bal. Paul se tenait maintenant près du fond, sirotant quelque chose d'ambré et de chair dans un verre court, écoutant à moitié, seul à nouveau, toujours légèrement détaché. Même ici, même maintenant, avec la pièce qui vibrait pratiquement en son honneur, il restait juste à un souffle en dehors. Rachel s'est déplacée lentement vers lui, prudemment, comme on approche un loup qu'on a autrefois pris pour un chien. Il s'est légèrement tourné au son de ses talons sur le marbre. Paul. Son expression n'a pas changé, juste cette reconnaissance neutre, la façon dont on jetterait un coup d'œil à un vieux reçu avant de le jeter. Elle se tenait à côté de lui, retenant à peine sa respiration. « Je dois te demander, dit-elle, la voix basse. Comment as-tu fait tout ça? Après ce que j'ai. Après ce que nous. » Elle ne pouvait pas finir la phrase. Elle n'avait pas les mots. Ou peut-être n'avait-elle pas le courage de dire la seule chose qu'elle avait évité de dire pendant des années, après ce que je t'ai fait. Paul la regardait enfin. Pas à travers elle, mais vers elle. Mesuré, calme. Ce même plissement partiel des yeux qu'il adressait aux entrepreneurs de la ville lorsque leur budget ne collait pas, « Tu m'as donné quelque chose », dit-il calmement. Ses yeux ont vacillé, cherchant son visage. Quoi? Il s'est légèrement penché. Pas intime. Clinique. L'échec total, dit-il. Tu m'as donné ça. Personne d'autre n'avait osé. Elle a cligné des yeux. Il a pris une autre gorgée de sa boisson. Les yeux ne la quittant jamais. Ça a tout brûlé de ce que j'étais. Tout l'échafaudage, la réputation, le filet de sécurité, chaque illusion sur qui je pensais être et ce que je pensais que les gens ne me feraient jamais. Il a laissé les mots en suspens un instant. J'étais net, vidé, plus rien à perdre. La gorge de Rachel s'est serrée. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Vraiment? La question a atterri plus durement qu'elle ne s'y attendait. Il a incliné la tête. C'était une blague, dit-il doucement. C'est ce que tu te disais. Mais je t'ai vu rire, Rachel. Pas du diaporama. De moi. Cette nuit-là n'était pas pour les invités. C'était pour toi. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a dégluti. Tu n'as pas arrêté. Les gens ne détruisent pas ce qu'ils ont peur de perdre. Ils détruisent ce qu'ils ont décidé qui n'a plus d'importance. J'étais un meuble que tu détestais. Solide, prévisible. Tu avais besoin de prouver qu'il y avait une fissure. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Il est passé devant elle vers le bord de la salle de bal,
comme si le moment était passé, comme s'il ne signifiait rien. Elle l'a suivi. « Pourquoi m'inviter ici ?» demanda-t-elle, le désespoir s'infiltrant. « Pourquoi maintenant ?» Il s'est retourné lentement. Les lumières du lustre se reflétaient dans son verre, attrapant le bord comme une lame. « Pour te montrer ce que l'échec peut construire. » Son cœur battait la chamade. « C'est une vengeance ?» Il l'a regardé droit dans les yeux. « Non, dit-il. C'est une restauration. » Ce mot a atterri comme une gifle. Pas une vengeance, pas une punition, juste l'acte de remettre quelque chose à sa place, sans sentiment, sans excuse. Il s'est de nouveau détourné, mais Rachel n'était pas prête à lâcher prise. Elle s'est approchée, la voix tremblante maintenant. « J'avais tort. J'étais stupide. Je pensais que c'était drôle. Je ne savais pas », les yeux de Paul se sont rétrécis. « Tu ne savais pas quoi ? Que ça coûterait ceci ? » La voilà. La première chose honnête qu'elle avait dite en une décennie. Il l'a regardée pendant un long moment silencieux, comme pour décider si cette version d'elle valait la peine qu'on lui réponde, s'il restait une partie d'elle qui pouvait encore comprendre. Puis, calmement, tranquillement. « Tu n'as pas détruit un homme, Rachel. Tu en as libéré un. » Et sur ce, il s'est tourné complètement, retournant vers la foule, vers les donateurs, les membres du conseil et les photographes qui ne le connaissaient que comme l'architecte de quelque chose de massif et de durable. Rachel est restée là, seule, sous un lustre plus vieux que son mariage, serrant sa fausse pochette comme une bouée de sauvetage, réalisant lentement, douloureusement, qu'elle ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait brisé. Parce que ce n'était pas un homme. C'était une limite. Et maintenant, la version de Paul qu'elle avait connue autrefois, celle qui lui achetait du vin qu'elle ne buvait pas et qui restait silencieuse quand elle se moquait de lui, avait disparu. Et ce qui se tenait à sa place ne lui devait rien. Le cauchemar l'a frappé comme une accusation. Froid, immobile, impitoyable. Rachel a titubé hors du hall de marbre, ses talons cliquant de manière inégale sur les marches de pierre. Elle a aperçu Paul près du trottoir, éclairé par la douce lueur ambrée d'un lampadaire. Il était seul, comme toujours, pas d'entourage, pas d'assistant, juste un homme dans un costume parfaitement taillé qui portait le silence comme une arme que personne ne voyait venir. Elle a hésité à la porte, le cœur battant contre ses côtes. La musique de l'intérieur était maintenant étouffée. Le doux murmure du jazz réduit à un écho lointain, comme le son d'un passé auquel elle ne pouvait pas retourner. Sa robe de location lui semblait trop serrée, ses bijoux trop bruyants. Tout son corps tremblait, bien qu'elle ne puisse dire si c'était de froid, d'humiliation ou de la gravité de tout ce qu'elle venait d'entendre. Elle a fait un pas, puis un autre. « Paul » appelait-elle doucement, sa voix se brisant dans l'obscurité. Il ne s'est pas retourné. Elle l'a atteint juste au moment où il ajustait son manteau, se préparant à partir. C'est une vengeance ? Il s'est finalement tourné, les yeux stables, l'expression illisible sous la lueur du lampadaire. Non, dit-il calmement, comme quelqu'un répondant à une question de routine. C'est de la clarté. Elle a dégluti. Sa gorge était à vif. Alors pourquoi m'inviter ? Il a regardé au-delà d'elle un long moment, au-delà du bâtiment brillant, au-delà des journalistes qui traînaient encore près du service de voiturier, au-delà de l'endroit où ils avaient autrefois joué à la maison et appelé ça de l'amour. Puis, enfin, de nouveau dans ses yeux. Pour que tu vois l'homme que tu as créé et l'homme que tu as perdu. La phrase a frappé comme un fouet. Simple, précise. Rachel a reculé d'un demi-pas. Ses genoux ont fléchi. Elle s'est affaissée lentement sur le trottoir, ses doigts s'étalant sur la pierre comme pour se rattraper, mais il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Sa respiration s'est saccadée. Elle a secoué la tête une fois. 2 fois. Non, murmura-t-elle. Non, ce n'est pas possible. Mais c'était vrai. Parce que ce qui se tenait devant elle n'était pas seulement un homme reconstruit. C'était un monument qu'elle avait aidé à construire, non avec amour ou loyauté, mais avec le feu et l'échec. Une sculpture façonnée par l'abandon, aiguisée par l'effacement, polie dans la solitude. Paul, Ellie Holland, lui a jeté un dernier regard. Pas de pitié, pas de cruauté, juste de la reconnaissance. Et puis il a marché. Pas en colère, pas en triomphe, juste en avant, la dépassant le passé, sans un mot, sans une pause, sans jamais regarder en arrière. Rachel est restée sur le trottoir, les mains inertes sur ses genoux,
le mascara coulant sur ses joues, l'air nocturne avalant ses sanglots. Les lumières du gala derrière elle ont vacillé, et devant, dans le silence, ses pas se sont estompés, réguliers, sûrs, intouchables. Elle avait sa réponse. Elle avait sa clarté. Et cela l'a détruite.